Pro que l'on va consacrer à la propriété intellectuelle. On va essayer de voir 5 bons réflexes à appliquer au quotidien par les dirigeants décideurs sur le territoire afin de pouvoir pratiquer la propriété intellectuelle. On a le plaisir aujourd'hui donc d'accueillir Pénélope Couture de l'INPI. Et donc pour rappel, les petits déj pro sont organisés par l'Eurobixco et l'ERET en partenariat. Et je vais laisser le soin à Maxime de présenter l'ERET et de présenter notre intervenante du jour. Merci Soufiane. Donc je suis Maxime Lehoux, président de l'association ERET. Je préside un groupement d'entreprises sur le territoire, la communauté de communes de Touraine-Est-Vallée. Aujourd'hui, l'ERET est composé d'une 60aine d'entreprises, dont l'objectif est de favoriser les échanges entre les adhérents, d'être un interlocuteur entre les élus du territoire et les chefs d'entreprise, et être un facteur de développement de nos entreprises et du territoire. Donc aujourd'hui, on accueille Pénélope Couture de l'INPI sur la propriété intellectuelle. On trouvait cette thématique intéressante. L'objectif des petits déj pro en fait est de donner une thématique de gestion d'entreprise, et je crois que la propriété intellectuelle en fait partie, parfois oubliée, on va peut-être le voir ou mis au second plan, négligé. L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner justement, on a parlé des 5 réflexes, donc on va voir si au bout de cette thématique-là, de ce petit déj pro, on aura ces 5 réflexes-là. En tout cas, merci. Je vois que il y a d'autres personnes qui nous rejoignent à l'instant. Vous avez également la possibilité de joindre sur Facebook Live sur la page l'Eurobixco, et à tout moment nous envoyer soit dans le chat du Facebook Live ou dans le chat du Zoom vos interrogations, et on ne manquera pas de les soumettre à Pénélope. Pénélope, bienvenue. Merci. Je coupe mon micro et puis je vous laisse la parole. Ou je te laisse la parole. Oui. C'est vrai qu'on était parti sur le tutoriel. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous remercie tous les trois. Donc, je me présente, Pénélope Couture. Moi, je suis juriste en propriété intellectuelle et chargée d'affaires à l'INPI pour Institut National de la Propriété Industrielle. Je suis rattachée à la délégation du Centre Val-de-Loire et je travaille aux côtés de Patrice Frutos. Mon rôle est d'accompagner donc les porteurs de projets et dirigeants de petites sociétés, donc les startups, TPE, PME, ETI, dans leur gestion de propriété intellectuelle au quotidien, quel que soit leur secteur d'activité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'Eurobixco, on va vous présenter donc ces bons réflexes à adopter en propriété intellectuelle pour faire que demain, la stratégie d'entreprise soit en lien avec la stratégie propriété intellectuelle, ou plutôt l'inverse, et que vous puissiez créer en fait de la valeur. La propriété intellectuelle, il faut la voir comme un atout. Et on va commencer dans le vif du sujet avec un premier sondage. Donc je laisse Maxime peut-être gérer ce sondage-là. La question va être, à votre avis, pourquoi il faut s'intéresser à la propriété intellectuelle ? Plusieurs possibilités, choix multiples. Est-ce un outil de confiance, un outil de valorisation, de reconnaissance, une aide à la levée de fonds, ça sert à rien, ou alors d'autres idées. Donc là, on vous a partagé le sondage sur Zoom. Nos amis sur Facebook, vous avez la possibilité de répondre sur le chat. Et là, c'est tout simple. Donc c'est un questionnaire à choix multiples. Vous pouvez cocher plusieurs réponses et puis valider le sondage. Vous êtes 15 à voter aujourd'hui pour le moment. Donc là, on a reçu 6 votes sur 15. On va vous laisser un petit moment. Donc on répète la question. À votre avis, à quoi sert la propriété intellectuelle ? C'est un outil de confiance, un outil de valorisation, un outil de reconnaissance. C'est une aide à la levée de fonds. Ça ne sert à rien, ou autre proposition selon vous. Alors, on vous laisse encore quelques secondes. Vous êtes 8 sur 14. Ce qui est rassurant, c'est que personne, pour l'instant, ne vote. Ça ne sert à rien. Il serait peut-être pas présent ce matin. C'est ça, c'est peut-être l'idée. Après, je suis curieuse de voir aussi ceux qui penseraient à autre. Je pense qu'on peut avoir accès à aux différents messages, donc n'hésitez pas, si vous pensez à autre, à nous l'indiquer. On se maintient. Hein. Valorisation, reconnaissance. Moi, je ne l'ai pas encore partagé. Là, je vois encore une personne dans la salle d'attente qui nous rejoint. Donc là, pour ceux qui viennent juste
de se connecter ce matin. Là, on est dans le vif du sujet avec une proposition de sondage sur le Zoom. À votre avis, à quoi sert la propriété intellectuelle? C'est un outil de confiance, un outil de valorisation, un outil de reconnaissance. Ça aide à la levée de fonds, ça ne sert à rien. Ou autre proposition avec votre avis dans le chat. Voilà, ça fait 2 minutes. Je propose de clôturer le sondage. Et Pénélope, je partage donc les résultats pour pouvoir donner un avis dessus. Donc on voit que à 73%, nos internautes ont répondu c'est un outil de valorisation, un outil de reconnaissance. Donc c'est 8 sur 11, 7 sur 11 un outil de confiance et 6 sur 11 aide à la levée de fonds, et on confirme que personne n'a mis ça ne sert à rien. Alors on a par contre sur le chat une autre proposition qui est une aide à la protection qui nous a été émise par Eric Emmanueli. Bravo Eric, merci pour ta participation. Merci. Et ça complète parfaitement. Alors du coup, Mathilde, je te laisse faire disparaître le sondage parce que derrière le sondage, il y a justement à quoi sert la propriété intellectuelle. Alors, est-ce que c'est à moi de le fermer? Oui, c'est à moi de le faire. Ah, bah non. Moi, il est fermé chez moi. Moi aussi. Moi. On y arrive, il n'y a pas de souci. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est d'abord effectivement propriété intellectuelle. C'est une idée de protection. Donc, c'est de vous accorder en fait une protection pour un avantage concurrentiel, puisque en fait l'idée derrière la propriété intellectuelle, c'est d'éviter que votre produit ou votre service ne soit copié. Ça va être aussi un outil de reconnaissance et de confiance, parce que en fait, quand vous allez au supermarché ou dans une parapharmacie par exemple, et que vous trouvez une crème cosmétique et que vous voyez formulation brevetée, alors généralement les femmes, désolé messieurs, mais quand on voit cette formulation, on se dit potentiellement la crème anti-âge qui est présente ici fonctionnera mieux parce qu'il y a un brevet déposé. Donc c'est une reconnaissance en fait d'une capacité d'un produit par exemple à produire l'effet attendu. Ça peut être aussi une reconnaissance de vos salariés. Quand on parle de brevet, quand on parle de droit d'auteur, on va mentionner en fait les créateurs et inventeurs, et donc du coup on va leur apporter une forme de reconnaissance qui n'est pas anodine, notamment en matière de brevet, puisque au niveau du salarié, l'inventeur sera mentionné dans les bases de données. Donc ce sera quelque chose qui sera pérenne, puisque même si le brevet a une durée de 20 ans, au final, dans la base de données, votre salarié apparaîtra ad vitam aeternam, j'ai envie de dire. C'est aussi un outil en fait qui va vous aider à la levée de fonds et donc à valoriser votre société. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle vous aide à la levée de fonds en ce sens où c'est un outil de confiance. En fait, la propriété intellectuelle, comme vous avez une protection contre la copie sur l'ensemble des territoires où vous êtes protégé, eh bien en fait, les investisseurs vont se dire « Ok, l'avantage concurrentiel de la société, il est préservé. Si au cas où on a un souci, on a des recours possibles. » C'est aussi une aide à la valorisation de la société parce qu'en fait, la propriété intellectuelle apparaît dans le bilan comptable d'une société en tant qu'actif immatériel. Donc c'est pour ça aussi que vous avez des experts en la matière qui vont faire en fait une évaluation de votre portefeuille propriété intellectuelle et pas seulement du brevet. Une marque, vous prenez par exemple la Blacard ou Airbnb, ce sont des innovations de services, mais qui sont valorisées grâce à leur marque, outil de communication, autre atout de la propriété intellectuelle, mais outil de valorisation puisque c'est le nom que le consommateur prononce en premier. C'est pareil pour votre savoir-faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de brevet, en fait, que vous ne pouvez pas valoriser un savoir-faire, peut-être un peu plus difficilement puisqu'il faut pouvoir l'identifier, mais vous pouvez mettre un chiffre dessus et aussi après en faire une exploitation directe ou indirecte avec des partenaires. Et quand je passe à ces partenaires-là, justement, la propriété intellectuelle, quand vous êtes en phase d'innovation, elle va vous permettre de trouver des partenaires puisque toute cette propriété intellectuelle est librement accessible. Alors en fait, l'information est librement accessible sur l'ensemble des bases de données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la propriété intellectuelle, par contre, elle a un rapport nécessairement avec votre stratégie d'entreprise. Et ça, c'est le mot-clé. La stratégie propriété intellectuelle doit être en accord avec celle-ci. Si je poursuis, comme ça. Autre élément de la propriété intellectuelle, c'est créer de la valeur ajoutée. Ce matin, vous êtes sûrement levé, la bouche sèche, et vous vous êtes dit, je vais me servir un verre d'eau. Certains vont prendre l'eau au robinet, d'autres vont prendre l'eau à la bouteille. Et là, vous allez en fait, quand vous comparez les deux, la valeur des deux, vous vous dites, mon verre d'eau, il me coûte pas cher, je le tire à l'eau du robinet, c'est un peine 1 centime, c'est top. Mon verre, éventuellement, je vais payer peut-être 2 €, c'est tout ce que ça me revient. Alors que la bouteille d'eau, qui elle est protégée par la marque, le nom est bien, comme on peut le voir ici, qui peut être protégée par un brevet, qui peut porter par exemple sur le mécanisme d'écrasement de la bouteille,
qui va être protégé aussi si ma bouteille a une forme sympa par un droit d'auteur, voire un dessin modèle. Et bien en fait, toute cette propriété intellectuelle, je vais pouvoir faire en sorte que sur le prix final, elle se répercute. Et donc en fait, vous allez calculer une marge de chiffre d'affaires qui va aussi être dépendante de cette propriété intellectuelle-là. Demain, je pense que vous verrez votre verre d'eau un peu autrement. Vous coûtera moins cher, mais sera moins préservé. Autre sondage. Je continue ce matin en étant assez en forme sous l'effet caféine. À votre avis, à quel moment faut-il s'intéresser à la propriété intellectuelle? Donc là, je laisse Maxime vous présenter les différentes possibilités. Est-ce que c'est en phase d'idéation, en phase de recherche, de recherche et développement ou à tout moment? Donc là, c'est pareil, vous avez la possibilité sur Zoom de répondre. Donc c'est un choix multiple, vous pouvez cocher plusieurs réponses. Et sur Facebook aussi, nous, dans le chat, en commentaire, à quel moment faut-il penser à la propriété intellectuelle, en phase d'idéation, en phase de recherche et développement ou à tout moment. Et donc, du coup, j'en profite pour faire un clin d'œil à Anne-Sophie qui gère un peu le back-office ou le montage, l'arrière-plan que vous ne voyez pas ce matin, la partie technique et qui suit donc vos commentaires sur Facebook pour pouvoir nous les faire remonter à tout moment. Et sur LinkedIn. Et sur LinkedIn aussi. C'est beau. Un vrai couteau suisse. Je peux avoir un brevet du coup? Alors, sur le couteau suisse, on verra que c'est pas vraiment nouveau. Le brevet est un peu mini. Ok, ça fait 1 minute, je propose de mettre fin au sondage et je partage les résultats. Donc Pénélope, nos internautes nous disent à 62% à tout moment, à 54% en phase de R&D et à 38% en phase d'idéation. D'accord. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez tous raison dans ce sondage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la propriété intellectuelle, vous y intéressez à tout moment. Plus précisément aussi en phase d'idéation, en phase de recherche et développement, effectivement, mais aussi en phase de commercialisation et en phase d'internationalisation. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans entrer dans le détail de cette prise chronologique que nous voyons aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous-même vous pouvez la voir. Là, c'est bon. C'est bon. La propriété intellectuelle implique que quand vous créez une nouvelle offre de produit ou de service, vous fassiez une recherche pour savoir si vraiment votre nouvelle offre de produit ou de service va répondre à un besoin. Et donc pour ça, en fait, vous pouvez vous servir des bases de données brevets, marques, dessins modèles notamment pour identifier justement l'existant, en plus des moteurs de recherche classiques. Vous pouvez aussi faire des cartographies des inventions quand vous êtes dans un domaine technique. Et ensuite, vous pouvez aussi, par cette recherche, rechercher des partenaires parce que vous n'avez pas forcément, par exemple, la capacité à produire votre produit ou juste à faire un prototypage. Donc en fait, en phase d'idéation, vous allez pouvoir vous servir de la propriété intellectuelle pour un peu orienter votre processus d'innovation. Vous allez aussi commencer à prendre des précautions. Je vais le répéter juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une idée, un concept n'est pas protégeable. On dit que c'est soumis à la libre concurrence. Mais en fait, il n'empêche qu'à partir du moment où vous allez commencer à avoir des informations dites stratégiques, c'est-à-dire les informations qui vont faire demain votre avantage concurrentiel, et que si elles venaient à tomber entre les mains d'un tiers, n'importe qui, concurrent ou pas concurrent, il pourrait faire la même chose que vous, aussi bien que vous, il va falloir commencer à prendre des précautions. Ces précautions, je vous les détaille aussi justement après parce que c'est une phase assez importante. Quand vous entrez en phase de recherche et développement, on est toujours dans cette idée de précaution. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est anticiper votre protection. Parce qu'il ne va pas falloir penser au dernier moment, est-ce que je réponds bien aux conditions pour obtenir la protection? Est-ce que je suis bien titulaire du futur droit de propriété intellectuelle? Tout ça, ça s'anticipe et ça s'anticipe aussi parce que la propriété intellectuelle, ce n'est pas gratuit malheureusement. Et donc, il faut penser à le prévoir dans un nouveau budget, ce qui est intéressant quand vous êtes en recherche de financement puisque vous pouvez prévoir une enveloppe propriété intellectuelle. Et ensuite, avant même la commercialisation, ne pas oublier de se protéger. Après, votre nouvelle offre de produit, de service, suit son cours en phase de commercialisation et là, vous allez la faire évoluer. Vous allez commencer aussi à envisager d'autres marchés, des marchés notamment internationaux. Et donc là, à nouveau, il va falloir adapter la stratégie de propriété intellectuelle à votre stratégie d'entreprise et donc à nouveau repenser à la propriété intellectuelle. Si vous faites évoluer votre offre de produit et de service, il faut revenir en arrière. Création d'une nouvelle offre, phase de recherche et développement et réappliquer les mêmes précautions.
En fait, c'est un espèce de cercle vertueux, la propriété intellectuelle, à tout moment de votre développement commercial, à tout moment de la vie de votre entreprise. Et C'est vraiment un réflexe à avoir, en fait. C'est le réflexe à avoir. Et ce réflexe-là, il faut aussi pas, enfin, faut se dire que c'est pas parce qu'on n'est pas innovant qu'il ne faut pas penser propriété intellectuelle. On pourra le voir au fur et à mesure quand vous créez un nouveau salon de coiffure, un nouveau magasin de vente de produits alimentaires, des choses comme ça. Le premier réflexe que vous avez, c'est quoi? C'est inventer un nouveau nom. Mais ce nom, en fait, il y a des précautions à prendre au regard de la propriété intellectuelle. Donc pas besoin d'être innovant en fait pour y penser. Il suffit juste en fait de savoir ce qui nous correspond à notre activité et à notre souhait de développement commercial. Donc si je comprends bien, il y a dans la phase de réflexion de création d'une marque ou de sa marque de magasin par exemple, il est bon de venir vous consulter et d'avoir cette réflexion de manière globale en fait. Il faut l'avoir de manière globale parce que quand on veut ouvrir un nouveau magasin, on va penser à un nom, on va se dire je vais penser à ce nom-là, voilà le nom de la société, la dénomination sociale tout simplement. Et donc, je vais aller m'immatriculer et puis je vais ouvrir mon enseigne. La difficulté qui pourrait se présenter, c'est que, imaginons que vous dites, vous n'avez pas fait attention, vous voulez vous appeler Tartine et Chocolat pour un magasin de vêtements et que vous avez déposé et immatriculé votre nom de société, sauf qu'en fait, il y avait déjà un magasin qui s'appelait comme ça, qui en plus avait une marque. Et donc, au moment de l'ouverture de votre boutique, quand vous allez commencer à commercialiser, vous avez le Tartine et Chocolat antérieur qui va venir vous envoyer un gentil courrier. La petite recherche Google ne suffit pas. La recherche Google ne suffit pas, non. Il faut utiliser les bases de données. Pour ça, on a le portail data de l'INPI tout nouveau qui regroupe les noms de société et les noms de marques notamment. Et après, c'est pareil. Si vous êtes un créateur de vêtements, je reste toujours dans la même thématique, créateur de vêtements, ça veut dire que vous avez des modèles qui sont protégés et protégeables. Donc, il faut s'assurer de ne pas faire de la contrefaçon en fait, de droits d'auteur qui appartiendrait à un autre créateur aussi. Donc on parle souvent de la Chine sur ces domaines-là, mais c'est pas qu'en Chine que ça existe aussi en France, et donc il faut être vigilant, en fait, quel que soit son secteur d'activité et quelle que soit en fait la grosseur, j'ai envie de dire, de l'activité qu'on envisage. Très bien. En facilitation du coup? Oui. Alors, je répète, je vais réinsister. Ça c'est assez important. Une idée n'est pas protégeable par la propriété intellectuelle, un concept ce n'est pas protégeable par la propriété intellectuelle. Vous pouvez demain justement décider d'ouvrir un nouveau magasin. On va le voir après, vous pouvez demain décider d'inventer un nouveau purificateur d'air. Tout ça, ce sont des idées qui en fait sont dites de libre parcours parce que c'est le jeu de la concurrence. Donc vous pouvez être plusieurs à avoir la même idée à chaque point de la France, ce sera celui qui rentrera plus vite sur le marché. Et à celui qui se sera le protéger aussi le plus en amont possible. Les idées n'étant pas protégeables, en fait, on va commencer à protéger par la propriété intellectuelle quand on va commencer à créer, dès que vous allez commencer à matérialiser votre idée. Et donc, c'est pour ça qu'en attendant d'avoir cette matérialisation dans différentes créations, le nom, la technique, l'apparence extérieure de votre bouteille d'eau, ou juste du savoir-faire d'ailleurs même, eh bien, il faut prendre des précautions parce que vous ne pouvez pas obtenir une protection en tant que telle. Donc, ces précautions, elles sont de deux ordres. C'est d'abord la confidentialité. Alors, je sais que j'entends tout de suite vos petites voix à me dire « Ah oui, la confidentialité, les accords de confidentialité, je connais, mais c'est très difficile quand on recherche des partenaires de faire signer un accord de confidentialité. » Oui, mais l'accord de confidentialité, il faut le voir en fait comme la meilleure des précautions qui soit parce que en fait, quand il y a une erreur, vous pouvez engager la responsabilité contractuelle en fait de la personne à qui vous avez communiqué les informations stratégiques et qui va soit les divulguer, soit les utiliser pour elle-même. Et c'est ça, en fait, le nerf de la guerre. C'est faire en sorte que les informations stratégiques que vous communiquez à un tiers, il ne les réutilise pas pour développer la même chose que vous. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Et si vraiment vous ne pouvez pas faire signer d'accord de confidentialité, parce qu'en plus, vous n'êtes pas forcément avancé dans votre projet, des bonnes pratiques à mettre en place. Les bonnes pratiques, ça commence par mettre la mention confidentielle sur l'ensemble des documents stratégiques de l'entreprise, en faisant apparaître une date et en faisant apparaître aussi le nom de la société ou votre propre nom si la société n'est pas encore immatriculée. C'est aussi penser, quand vous échangez par mail, que vous envoyez des informations confidentielles, à mettre en dessous des signatures le petit laïus qu'on voit généralement chez les professionnels, quel qu'il soit, de dire que les contenus du mail sont confidentiels et ne signifient pas en fait qu'il y a un transfert de propriété quelconque et donc ne permettent pas l'utilisation de ces informations-là. Petite précaution. Dernière précaution, un peu chronophage, donc il faut systématiser quand même la chose. Quand vous avez des échanges oraux
avec n'importe qui, ne pas hésiter à faire des comptes rendus. Et dans ce compte rendu, vous reprécisez que les informations échangées oralement et contenues dans le compte rendu sont confidentielles et qu'il n'y a pas de possibilité de les utiliser dans un autre contexte. Ces bonnes pratiques-là, en fait, elles vont vous permettre de dire que demain, si vous n'avez pas d'accord de confidentialité, vous avez quand même la possibilité de retomber sur vos pattes, parce que si la personne à qui vous avez communiqué les informations soit les divulgue, soit les utilise, eh bien, vous pouvez engager sa responsabilité, mais cette fois civile. Donc, en démontrant qu'elle avait connaissance de la confidentialité, mais qu'elle a commis une faute. Et donc, en obtenir réparation du préjudice. L'idée, elle est là. C'est après de vous adapter en fonction du secteur d'activité et de votre interlocuteur aussi. Deuxième précaution, formaliser et dater. Formaliser et dater, c'est assez important parce qu'en l'absence de protection, il faut quand même qu'on soit en mesure d'identifier quelles sont les informations stratégiques de votre futur projet, quelles sont les informations donc confidentielles. Donc il faut les identifier et les formaliser dans n'importe quel document. Ça peut être une présentation PowerPoint, ça peut être des schémas techniques, ça peut être des impressions écran des mails, ça peut être un cahier des charges techniques, ne serait-ce que le cahier des charges des spécifications fonctionnelles d'un logiciel, d'un site internet. Tout ça, ça regorge en fait d'informations stratégiques demain. C'est des informations qui sont techniques, mais qui sont aussi peut-être commerciales ou financières. Donc ça, vous le formalisez dans un document, et ensuite vous lui donnez une date de naissance. La date de naissance, c'est pas juste la poser par vous-même. Parce que vous pouvez faire ça, mais la difficulté, c'est que si demain vous devez prouver que vous aviez connaissance de ces informations à un instant T, bien on viendra vous dire, ok, vous êtes gentil, mais la date, vous n'avez pu la falsifier. Donc c'est pour ça qu'après, il y a des mécanismes qui existent. Donc soit vous constituez des preuves pour vous-même, genre le recommander à soi-même, qui peut fonctionner, qui n'est pas forcément la meilleure des recommandations, mais qui est déjà un minimum requis. Et sinon, vous avez d'autres moyens de datation plus officiels auprès d'institutions. Donc l'INPI, par exemple, propose l'enveloppe solo, moyen de datation numérique. L'Agence de protection des programmes, spécialisée, en fait, qui est une association qui est spécialisée dans la datation et le séquestre des logiciels. Vous pouvez dater un logiciel en passant par l'Agence de protection des programmes. Et sinon, aussi, vous allez voir votre notaire ou votre huissier. Et là, vous faites un dépôt notarié ou un dépôt d'huissier. Donc après, ça dépend des coûts que vous voulez mettre et ça dépend aussi de votre secteur d'activité. Mais ces deux précautions-là, confidentialité et identification, datation des informations stratégiques, vont faire que demain, vous éviterez le vol de vos informations, vous éviterez que n'importe qui aille plus vite que vous sur le même projet que vous, et surtout, vous allez préserver votre protection future parce qu'on le verra, il y a des conditions, notamment de nouveauté, qui signifient que si vous avez divulgué en fait une innovation avant même de revendiquer une protection, vous perdez le droit à la protection. Donc les précautions, là, en phase d'idéation, c'est... alors, on est vraiment en idée, concept, peut-être pas, mais quand on commence à entrer dans la phase de recherche et développement, là, on s'y met. Quand on commence à créer. Quand on commence à créer, tout à fait. Et donc, justement, quand on commence à créer, on entre en phase de développement. Alors, j'avais une petite question, mais je vais la passer. Je préfère me concentrer sur la suite. Juste, depuis tout à l'heure, je vous parle de propriété intellectuelle. D'autres vont vous parler de propriété industrielle. On va vous parler de droit d'auteur. Je vous parle aussi de savoir-faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme générique, c'est propriété intellectuelle, qui, en fait, est une poupée russe, qui va inclure un pan de propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est ce que gère l'INPI, c'est notre mission principale pour laquelle on est connu, en fait, puisque, en fait, la propriété industrielle recouvre tous les droits de propriété que vous allez, pour lesquels il faut nécessairement faire une démarche de demande auprès d'un office compétent. Il y a un office compétent par État. L'INPI, c'est le seul en France. Donc, si vous recevez des mails bizarres vous disant venez vers moi pour déposer une marque, vous n'y allez pas. Si c'est pas l'INPI, vous n'y allez pas. Et donc, du coup, ça recouvre uniquement le brevet, la marque, le dessin et le modèle. Parallèlement à ça, vous avez ce qu'on appelle, nous, la propriété littéraire et artistique, PLA, pour faire plus court. Et vous connaissez classiquement le droit d'auteur. Le droit d'auteur protège toutes les œuvres. Principalement, on connaît les œuvres musicales, les peintures. On va connaître aussi derrière le droit d'auteur tout ce qui est cinéma. On voit l'ouverture des cinémas que j'entendais ce matin, donc forcément ça y fait penser. Ça peut être aussi le droit d'auteur. Là, c'est les nouvelles vidéos qui se vendent très très cher depuis quelques temps là sur des sites aux enchères. D'ailleurs, c'est un droit d'auteur. C'est un droit d'auteur. C'est un droit d'auteur, c'est pour ça qu'il faut être vigilant quand vous avez tout ce... Alors, après, il faut lire toujours les conditions générales d'utilisation. Truc très juridique, je suis désolée. Mais alors après, je prêche la bonne parole, mais je ne l'applique pas nécessairement. C'est-à-dire que quand vous utilisez ces plateformes, quand vous allez sur les réseaux sociaux, que vous republiez,
vous repartagez en fait des choses. Il faut toujours se dire, bon, on est sur un réseau social, on a des conditions générales qui nous permettent de repartager. Par contre, si demain vous vous dites, j'ai vu cette vidéo sur YouTube, elle m'intéresse énormément et je veux en faire mon spot publicitaire. Eh bien non. Parce qu'en fait, la vidéo sur YouTube, elle est faite par quelqu'un, pour le peu qu'il y ait une bande son plus la bande son plus ensuite un scénario et autres. Tout ça, c'est du droit d'auteur qui appartient à différentes personnes, à laquelle il faut demander l'autorisation d'utiliser la vidéo pour faire votre support publicitaire. Les bandes d'images, c'est pareil. Quand vous créez un logo, il ne faut pas aller chercher n'importe quelle image. Donc, il faut toujours lire les petites lignes, en fait. Donc ça, voilà, c'est des exemples de droit d'auteur. Un autre exemple moins connu, c'est si vous êtes développeur informatique. Quand on est développeur informatique, on crée du code source. Le code source, c'est ce qu'on appelle la forme d'expression du logiciel, comme un roman, c'est son histoire. Eh bien, ce code source, il est protégé par le droit d'auteur qui appartient aux développeurs informatiques. Et c'est aussi le cas de ce qu'on appelle les spécifications fonctionnelles, donc c'est toute la documentation annexe qui, comme ce sont de la documentation écrite, sont protégées par le droit d'auteur. Autre chose qu'on oublie assez souvent... Mais il appartient de fait, ou il faut quand même qu'il ait une action pour faire valoir ses droits, finalement. Alors, en fait, sur la propriété littéraire et artistique, il n'y a pas besoin de faire de démarche de dépôt. Donc, en fait, sur la propriété littéraire et artistique, ça va naître dès la création. Quand vous commencez à coder, vous avez votre droit d'auteur qui commence à naître. Quand vous êtes créateur de vêtements, vous commencez à dessiner un nouveau vêtement, un nouveau motif, le droit d'auteur commence à naître. Par contre, il faut être en mesure de donner sa date de naissance. Donc, il faut garder des preuves. Donc, pas de dépôt, pas de formalité. On le verra à la fin aussi quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un droit internationalement reconnu, mais qui peut différer sur les formalités, par contre, en fonction des États où on veut le faire reconnaître. Donc, ça, après, c'est adapté. Ce qui est intéressant, c'est le droit sui generis des bases de données. Quand je vous parlais tout à l'heure de Blablacar, Airbnb, je vais vous parler du Bon Coin. Le Bon Coin, petites annonces immobilières, de vente, tout ce que vous voulez. Il bénéficie d'un droit, de ce droit sui generis. Donc en fait, c'est un droit d'être protégé contre l'extraction frauduleuse des données. Et s'il y a cette extraction frauduleuse, donc sans autorisation, on obtient réparation du préjudice. Le Bon Coin a gagné sur cette hypothèse-là, alors que c'est nous qui lui apportons les informations. Donc vous voyez, en fait, en fonction dans ce qu'on crée, on va avoir un droit de propriété intellectuelle qui va être différent. J'en oublie pas le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est quelque chose qui constitue les informations stratégiques d'une entreprise. C'est toutes les informations qui ne sont pas divulguées, qui donc vous apportent un avantage concurrentiel et qui donc il faut préserver au secret, voire secret des affaires avec les clauses de confidentialité. Et donc du coup, pour voir un petit peu comment vous vous positionnez sur la matière, à votre avis, comment je protège ce purificateur d'air, ventilateur et radiateur Dyson avec la propriété intellectuelle? Donc vous avez plusieurs choix, à nouveau. Est-ce que c'est du brevet? Est-ce que c'est du droit d'auteur? De la marque? Pas de protection possible? Ou d'autres idées éventuellement? Vous vous positionnez vous êtes créateur effectivement de ce produit. Oui. Comment vous le protégez? Et je partage les résultats. Donc à 93%, les participants ont voté il faut s'équiper d'un brevet. À 60%, il faut s'équiper d'une marque. Et à 13%, il faut mettre en place des droits d'auteur. Ça me rassure, il y a personne qui pense qu'il n'y a pas de protection possible. Alors, vous avez et à nouveau un peu tous raison. Par contre, ce qu'il va falloir, en fait, je vais vous montrer, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit-là, il est protégeable par toute la propriété intellectuelle au même niveau. L'idée ici de cet exemple, c'est de vous dire que chaque droit de propriété intellectuelle est complémentaire sur un même produit. Donc c'est pour ça que sur cet outil de purification, ventilation et chauffage Dyson, vous allez effectivement avoir une protection par la marque du nom Dyson, mais aussi du produit lui-même. Vous voyez d'ailleurs, je vais me lever, hop, vous avez ici la marque TM, qui signifie qu'on est bien sur une trademark, donc une marque en vigueur en tant que telle. Je passe sur l'utilisation de ces petits cycles. Donc on protège les noms logos, les noms de société, tous vos noms que vous utilisez commercialement par un dépôt de marque. Vous allez effectivement protéger par brevet les solutions dites techniques. Le système de purification, le système de ventilation, le système de chauffage, le concept de ventilation sans pale, tout ça c'est de la technicité, de la fonction technique qui est protégeable par brevet. Je répète beaucoup le mot technique, mais c'est le mot-clé. Le dessin modèle qui va lui protéger les apparences esthétiques, l'apparence extérieure en fait de ce ventilateur. Et en complément, vous avez tout le reste.
C'est-à-dire que ce produit, en fait, fonctionne à l'aide d'un logiciel de traitement de la donnée, qui est celle de la donnée correspondant notamment à la qualité de l'air. Donc, ce logiciel, code source, code objet, matériel de conception préparatoire, protégeable par le droit d'auteur. Le droit d'auteur qui vient protéger déjà de premier bord l'apparence extérieure. Le savoir-faire, parce qu'on ne met pas tout forcément dans le brevet, mais que pour le mettre en œuvre, ce brevet, il faut il faut avoir des informations qui ne sont pas connues. Et donc, lié au savoir-faire, le secret. Donc, tout un ensemble qui signifie bien que sur une seule et même innovation, vous avez la palette complète de la propriété intellectuelle et qu'il faut y penser étape par étape. Et du coup, il n'existe pas un document unique qui peut regrouper l'ensemble des protections sur un produit unique? Alors, ça, en fait, il existe de la documentation qui va vous dire, des exemples, en fait, comme là, je viens de vous le présenter, potentiellement, c'est ça qui protège. Après, c'est à vous, en tant que créateur, inventeur, vous, alors en lien avec vos dirigeants, votre responsable propriété quand vous êtes dans une société plus grosse, mais à vous d'identifier au fur et à mesure que vous créez quelle est la protection adaptée. Et c'est là où j'en viens juste après cette partie-là, en fait, c'est que vous créez, il y a un droit de propriété. En fait, quand vous avez une création et une invention, vous reposez un contexte de création, c'est-à-dire que vous reposez qui a fait quoi. Donc, et là, on s'interroge sur le qui a fait quoi, à s'assurer de la titularité, parce que faut retenir que le principe de base, c'est celui qui crée, qui est inventeur, qui est titulaire de sa propriété intellectuelle, qui a très peu d'exceptions légales, que les exceptions, et là, je vais répondre favorablement à Eric, ce sont les inventions de salariés, c'est-à-dire que mon système de purification, en fait, si je suis salarié de la société Dyson, je suis l'inventeur, mais c'est comme j'avais la mission inventive de créer ce système de purification de l'air, c'est Dyson qui récupère le droit de déposer le brevet. C'est la seule exception. Et je suis un salarié sous CDI, CDD. Je suis un stagiaire, c'est moi qui ai le droit de déposer le brevet, même si Dyson m'a demandé de le faire. Donc ça, c'est une exception qui est très stricte et qui concerne le domaine du brevet. Pareil pour le logiciel créé par le salarié. Vous êtes développeur informaticien, salarié d'une société pour mission donc, de créer du code. Le droit d'auteur remonte en fait à votre employeur, mais vous restez l'auteur. Ça, c'est l'outil de reconnaissance. Vous êtes un freelance, ou vous êtes il y a aussi les écoles de codage maintenant qui interviennent pour les sociétés. C'est vous, codeur, qui êtes titulaire du droit d'auteur. Ce qui veut dire qu'en fait, dans ces situations qui ne rentrent pas dans ces deux exceptions-là, il faut prévoir les clauses de propriété intellectuelle qui conviennent dans des contrats. Contrat de prestation, contrat de collaboration, contrat de freelance, peu importe, tant qu'il y a un contrat qui régit le transfert de propriété du créateur ou inventeur à votre société. Donc ça, c'est la première chose, en fait, quand vous êtes dans un contexte de création, une création, on identifie qui a fait quoi, son statut, en fait, au regard de la société qui veut exploiter la propriété intellectuelle, et on voit si on est bien titulaire des futurs droits de propriété intellectuelle. Et après, alors, nous, la majorité des personnes qui nous suivent, ou de mes adhérents à l'association RS, sont plutôt des TPE, artisans, TPE, PME. J'imagine que des grosses machines comme Dyson, ils arrivent à cocher toutes les cases et ils sont équipés en termes de staff avec les personnes qui vont bien. Quelle est la meilleure stratégie pour un chef d'entreprise? C'est d'être en lien avec l'INPI, de faire marcher ses avocats. Comment on peut justement s'épauler et pas louper de cases, quoi? Alors, c'est les deux en fait, c'est l'INPI et c'est les avocats. En toute fin, je vous présenterai juste une chronologie de nous ce qu'on propose. Mais en fait, nous, INPI, on a une deuxième mission qu'on connaît très peu, c'est l'accompagnement justement des petites sociétés. Parce que les gros, ils ont ce qu'ils font en interne, ils ont les moyens financiers. Nous, on accompagne les porteurs de projets start-up, TPE, PME, ETI, on s'arrête à l'ETI, dans leur stratégie de propriété intellectuelle par des rendez-vous qu'on fait, où on étudie en fait la stratégie d'entreprise globale, et ensuite on prend projet par projet, quel que soit le secteur d'activité, pour déterminer en fait ce genre de choses. Par contre, nous, on reste une administration publique, et donc là, notre limite s'arrête là où le travail des avocats conseils en propriété industrielle commence, puisque eux, ce sont des professionnels libéraux qui sont là pour faire du conseil en tant que tel. Donc nous, on apporte les bonnes étapes de réflexion, les bonnes actions à mener au bout d'un moment, et ensuite, c'est en fait la responsabilité de la personne qu'on rencontre de se dire, ok, il faut que je fasse telle démarche, et je la fais dans tel sens, elle le fait seule, ou elle le fait accompagner de l'avocat ou du conseil, en fait. Donc on est complémentaires, en fait, de ces professions-là. C'est un peu l'état des lieux, le diagnostic, avant de prendre la décision de se protéger ou pas. C'est ça. Et aussi, on apporte des axes d'amélioration parce que quand on accompagne une ETI, elle a déjà une stratégie propriété intellectuelle implantée. Et donc, du coup, on va plutôt être là, on va l'étudier, on va faire un état des lieux des pratiques propriété intellectuelle au sein de l'entreprise. Et on va dire, d'accord, là,
envisager telle ou telle solution parce qu'en fait, ce que vous faites actuellement, ça présente tel avantage, tel inconvénient. Donc, pour corriger tel inconvénient, il serait bien de peut-être réfléchir à mettre en place ceci ou cela. D'accord. Quand vous créez aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant, c'est gérer vos relations externes. À la fois, quand vous rencontrez une nouvelle personne, un partenaire potentiel, on retombe sur les précautions avec l'anticipation, confidentialité, formaliser, dater, faire des comptes rendus. Quand vous encadrez votre relation externe, ce qui est important, c'est de vous dire que vous avez 3 phases principales dans une relation avec quelqu'un pour une collaboration, un partenariat, une prestation de service. C'est l'avant-contrat, le pendant, la relation et l'après. Et on a coutume de dire, nous, dans la profession, et toutes les personnes de l'accompagnement vous diront, n'oubliez pas de gérer le divorce. Parce qu'il est toujours plus dur, en fait, de gérer la propriété intellectuelle quand on se dispute, quand on rompt un contrat, que de l'anticiper dans le cadre de négociations qui sont très sereines. Donc, ces 3 phases-là, vous allez vous poser des questions de propriété intellectuelle qui vont être différentes, mais il faut vous les poser. Et donc, ces questions, c'est, dans la relation, déjà, c'est vous faire un peu un état des lieux de vous-même, de savoir de ce que vous allez apporter à une relation, d'identifier ce que le partenaire va vous apporter, et ensuite de ce que vous allez créer en commun. Et pourquoi vous le créez? Parce que nécessairement, la gestion de la propriété intellectuelle va dépendre de ce que vous voulez faire au final. Si vous voulez exploiter seul l'innovation qui sera faite en partenariat, il faut que vous récupériez la propriété intellectuelle. Si vous voulez vous l'exploiter seul, mais sur un territoire donné, vous pouvez récupérer la propriété intellectuelle et ensuite consentir ce qu'on appelle une licence, c'est-à-dire permettre une exploitation indirecte de votre propriété intellectuelle par un tiers sur un autre territoire. Et donc forcément, vous ne négociez pas de la même façon. Donc tout ça, ça s'anticipe aussi. Et ce qui va s'anticiper, ça vient en lien avec mon idée de tout à l'heure reposer le contexte de création, c'est qu'il faut ensuite bien sécuriser juridiquement les droits de propriété intellectuelle. Quand je vous ai présenté propriété intellectuelle, j'ai vu la propriété industrielle, qui sont des titres que l'on dépose auprès d'un office. Ça fait partie des conditions pour obtenir le droit, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Donc dépôt de demande de brevet, de marque, de dessin et modèle, avec des conditions de validité qui sont différentes pour chacun. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que pour le brevet, il ne faut pas divulguer l'innovation avant de faire une demande de brevet, c'est ce qu'on appelle la condition de nouveauté. Quand on veut déposer une demande de marque, il faut faire une recherche de disponibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nom exploité commercialement qui préexiste à vous. Quand on fait un dessin et modèle, on est toujours aussi sur l'idée de nouveauté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rendre public son produit, donc son apparence, son visuel, avant de faire le dépôt de la demande de dessin et modèle. Le droit d'auteur, c'est des dépôts dits probatoires, c'est-à-dire vous constituez des preuves d'une date de naissance de votre droit d'auteur, puisqu'il n'y a pas de formalité à accomplir. Et quand vous êtes dans une stratégie de protection de savoir-faire du secret, c'est la confidentialité qui va primer. Donc ça, c'est la phase, je suis en phase de recherche et développement et je sécurise juridiquement mes droits de propriété intellectuelle avant même d'entrer en phase de commercialisation. Dans la pratique, on est sur quel type de délai pour faire ces différents dépôts? Alors, dans la pratique, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, le droit d'auteur, il n'y a pas de délai puisqu'il naît dès la date de la création. Brevet, marque, dessin et modèle, ce sont des demandes que vous déposez auprès d'un office et en fait, c'est la date de dépôt qui fait foi. D'accord. Après, la procédure est longue, plus ou moins longue. Le dessin et modèle, c'est très court, ça doit être même pas 2-3 mois. Le dépôt de marque, c'est 5 mois. Alors, je vous dis si tout va bien. Hein. Alors que le brevet, c'est 24 mois minimum. Mais c'est la date de dépôt qui fait foi. On avait parlé un peu de du jeu de concurrence qu'il peut y avoir sur certaines idées. Et c'est la date de dépôt d'un différent brevet qui fait foi et qui permet de prendre le lead par rapport à un autre, effectivement. C'est ça, c'est la date de dépôt. Et c'est pour ça qu'après, on va le voir, la stratégie internationale, elle est importante. Parce que c'est pareil, en fait, quand vous êtes sur brevet, marque, dessin et modèle, vous n'avez des droits que sur le territoire sur lequel vous faites une demande. Ce qu'il faut donc pas oublier, que quand vous allez ensuite envisager un marché international, donc vous êtes en phase commercialisation, internationalisation, il faut anticiper tout ça parce qu'il faut faire les démarches dans chacun des États. Enfin, il faut demander une protection dans chacun des États où va se trouver votre marché. Votre marché, c'est les clients, les distributeurs potentiels. Il y en a qui adoptent même des territoires qui ne correspondent pas à leur territoire de distribution, mais qui correspondent à des territoires de concurrence, et ils veulent bloquer la concurrence. Donc ça, généralement, c'est plus une stratégie de gros groupe parce qu'il faut avoir les moyens ensuite de se défendre. Et c'est aussi les pays où vous allez peut-être pas exploiter vous directement, mais consentir des licences pour permettre une exploitation indirecte, en fait. Et donc toucher une redevance. C'est comme la location d'un appartement. Et donc, en fait, du coup, ça aussi, ça s'anticipe. Parce qu'il faut faire la démarche de protection avant d'aller à l'international. Et donc, elle allait refaire son étude de marché internationale cette fois-ci pour faire les démarches qu'il faut là où il faut.
Alors, on a eu un petit message sur le chat de Cécile Bernard qui nous dit que la sienne, pour le coup, sa protection a pris 4 mois pour être mise en place. Là, on est peut-être sur la marque. Sur la marque, je pense. Je pense qu'on est sur la marque. La marque, nous, on vise 5 mois. Après, ça fluctue en fonction des dossiers. Donc, je pense que sur ce sujet-là, on est sur la marque. Alors justement, peut-être Elle confirme, c'est la marque. C'est bien la marque. Pour faire la transition avec se faire accompagner, j'ai eu un message en direct de Frédéric qui nous demande s'il y a une liste d'avocats ou de cabinets de conseil en propriété intellectuelle qui est référencée par l'INPI et est disponible sur le territoire du département ou du centre Val de Loire. Alors, il y a plusieurs choses qui existent pour ça. Au niveau des avocats, il faut malheureusement se rapprocher de l'ordre des avocats au niveau régional. Nous, on est rattaché, l'INPI se trouvant pour la délégation Centre-Val de Loire à Orléans, c'est le barreau d'Orléans. Mais après, vous avez un barreau dans chaque ville, donc pas de souci. Après, c'est aussi, quand vous parlez d'avocat, je suis avocate de base, donc je ne dénigre pas ma profession d'origine. Je précise juste qu'un avocat droit des affaires n'est pas forcément un avocat super spécialisé en propriété intellectuelle. Donc, on peut avoir un avocat droit des affaires, mais il faut lui demander si on va le voir pour des questions de propriété intellectuelle, s'il est bien spécialisé aussi dedans. Parce qu'il vaut mieux voir le professionnel de la matière, parce qu'il y a des choses à connaître, des subtilités, notamment quand on parle à l'international après, que si l'avocat qui est un peu trop généraliste ne maîtrise pas, il va nécessairement de toute manière vous renvoyer vers un collègue. Et donc, vous allez avoir un intermédiaire, et donc potentiellement aussi, vous pourriez avoir des honoraires supplémentaires. Après, il faut coupler les deux. Et c'est pour ça qu'après, vous avez aussi la profession donc, des conseils en propriété industrielle, qui sont des professionnels libéraux, mais c'est une profession particulière à la propriété intellectuelle. On passe un examen de qualification à Strasbourg. Sur le site de la CNCPI, qui est le Conseil national des conseils en propriété industrielle, donc c'est l'équivalent dans des avocats, vous avez un annuaire. Sur cet annuaire, vous pouvez y aller par région. Et donc là, vous allez trouver des conseils en propriété industrielle spécialisés en marque, dessin, modèle, première qualification, et d'autres qui sont spécialisés en brevet, deuxième qualification. La différence entre les deux, c'est que celui qui est spécialisé en brevet, c'est généralement un ingénieur de base. Celui qui est spécialisé en marque, dessin, modèle, c'est un juriste de base. Les deux travaillent ensemble. Donc ça, c'est les deux professionnels. Donc pour les CPI, c'est la CNCPI. Après, dans toutes les régions, mais je vais vous parler du cas Centre-Val de Loire, il y a des permanences qui sont organisées au sein des CCI par des conseils en propriété industrielle. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site de l'INPI où vous allez retrouver les permanences. Ce sont des rendez-vous qui sont gratuits. Et nous, INPI aussi, alors comme aujourd'hui on fait avec le LISCO, mais comme on peut faire aussi avec un autre partenaire, par exemple le Labo à Orléans, on anime des matinées ou des journées de permanence. Ça, après, c'est en fonction des partenariats qu'on a. Mais toutes ces informations, soit vous envoyez un mail à l'INPI, à la délégation du Centre Val de Loire, et vous demandez soit un rendez-vous directement, soit un rendez-vous en permanence. Pour les CPI, vous avez les coordonnées auprès des CCI. Mais là, je vous dis, on a le planning. Et sinon, directement les contacter via le Conseil national. J'ai une question d'Éric Emmanueli qui nous demande est-ce que pour le renouvellement de la marque, le délai est le même? Alors, le renouvellement de la marque, c'est tous les 10 ans. Déjà, il faut savoir, l'INPI maintenant vous envoie un courrier. Et en fait, c'est une démarche que vous faites en ligne. Donc, vous payez le renouvellement en ligne, vous cliquez, c'est bon, votre marque est renouvelée. Après, il faut qu'on publie le renouvellement, donc c'est généralement sous 4 semaines. Mais une fois que vous avez payé, le renouvellement est effectif. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors la marque, ça coûte rien, c'est le brevet qui coûte le plus cher, et encore, c'est pas les taxes de procédure, c'est justement l'intervention des professionnels de la matière qui coûte le plus cher. D'accord. Ça, c'est l'avantage. Alors, de toute manière, je vais avoir fini, puisque là, mon idée, c'était juste de présenter dans les grandes lignes l'idée que l'INPI, donc, reste une administration publique qui vous accompagne de manière confidentielle et sur mesure, donc vraiment de manière individualisée, avec différentes prestations d'accompagnement. Donc, le programme Startup qui va être dédié aux startups. Donc, une startup, c'est la définition qui est nationale, mais c'est aussi à partir du moment où vous faites partie d'une structure, d'un programme d'accompagnement par un incubateur, par un accélérateur, par une pépinière d'entreprise. L'idée, c'est de vous accompagner de manière longue, sur une durée de 2 ans, avec des rendez-vous à peu près tous les 4 à 5 mois, où on monte la stratégie propriété intellectuelle en lien avec le projet que vous êtes en cours de développement. L'idée à la fin, c'est de faire
une étude de la stratégie de propriété intellectuelle pour voir si elle correspond bien à la stratégie d'entreprise et surtout pour les personnes les startups qui ont suivi le programme en entier, qui ont mis en place la stratégie en étant aussi accompagnés par un conseiller ou un avocat, d'avoir une aide de soutien à l'innovation de notre DG qui, au final, vient renforcer un dossier de second levée de fonds, puisque généralement, c'est le DG. Pré-diagnostic, on est plutôt sur des projets où il y a peu ou pas de connaissances et l'idée, c'est d'établir un rapport juridique avec on essaie de ne pas faire trop juridique, hein, mais avec des recommandations pour faire un panel global de votre projet, genre mon Dyson, comment je le protège de bout en bout. Donc là, vous avez un cahier complet. Et ensuite, il faut juste y aller étape par étape. Le PASS-pays, c'est notre soutien financier qui n'est ouvert qu'aux sociétés immatriculées qui ont rencontré au préalable l'INPI pour vous aider à mettre en œuvre certaines démarches de propriété intellectuelle avec les avocats ou conseils en propriété industrielle. La masterclass va s'adresser plutôt à des sociétés qui ont 3 ans d'existence, donc une stratégie de propriété intellectuelle pas forcément mature, mais en tout cas existante. Et l'idée, c'est justement de faire monter en compétence la société pour que la propriété intellectuelle devienne un vrai levier stratégique. Notre programme Alliance Pays, qui est notre dernier né, lui va s'intéresser spécifiquement aux projets collaboratifs transfert de technologie entre une société et un partenaire public. Et donc, on vous accompagne de la jeunesse à la conclusion de l'accord de consortium, de collaboration ou de transfert de technologie. Est-ce que tu as des exemples là-dessus Sur les partenariats privés, publics alors, sur ces projets collaboratifs? Alors, les projets collaboratifs, on est par exemple sur tout ce qui est transfert de technologie avec les laboratoires liés aux universités, avec l'INRAE, avec le CEA, le CNRS, des choses comme ça. Là, on est sur on a le transfert de technologie, donc on parle de transfert de technologie notamment quand il y a du transfert de brevets, mais pas forcément que de brevets, ça peut être du savoir-faire. Et on peut aussi avoir de la collaboration parce qu'on n'a pas forcément un laboratoire au sein de sa structure, puisqu'on est petit. Et donc, du coup, on fait un appel à un laboratoire public. Après, là, on parle d'une relation 2, mais ça peut être vous, société, petite société, plus un labo public, plus un grand groupe aussi. Ça fonctionne. L'idée, c'est d'accompagner le petit, privé, dans sa construction de l'accord. Très bien, super. C'est un panel qui est assez large et, je pense, très intéressant. Oui, merci beaucoup, Pénélope. Je vous propose de réagir un petit peu à ce petit Déj Pro sur Facebook et sur Zoom dans le chat. On a déjà une première question. On a une question aussi, oui. Donc c'est de Cécile, oui, qui nous a parlé de sa marque. Donc a priori, elle a dû déposer une marque. Elle nous demande si lors du renouvellement, on souhaite intégrer de nouveaux logos. Est-ce que ça fonctionne lors du renouvellement ou il faut repartir sur la phase numéro 1 pour commencer à zéro? Voilà, malheureusement, il faut repartir à zéro. Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous déposez une demande de marque, une fois que vous l'avez payée, vous figez cette marque. Vous la figez à la fois dans ce qu'on appelle le modèle de la marque, c'est-à-dire que si vous avez déposé un logo, vous ne pouvez plus le modifier, après il faut faire un nouveau dépôt. Et pareillement, surtout très important, c'est sur cette liste de produits et services. Quand vous déposez une marque, en fait, vous dites je vais la protéger pour un certain nombre de produits et services qui sont ceux pour lesquels je vais utiliser la marque pour désigner. Et en fait, il faut viser les produits et services à 3-4 ans parce que quand vous payez, vous figez, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus en rajouter par la suite. Et donc, si dans 3-4 ans, vous avez un projet de développement qui ne correspondait pas à celui de l'origine, que vous n'avez pas pensé au moment du dépôt, vous prenez le risque en plus qu'il y ait quelqu'un qui a doté le même nom que vous pour cet axe de développement et donc de ne pas pouvoir utiliser le même nom. Donc non, malheureusement, quand on fait le renouvellement, on ne peut pas modifier, on peut juste payer le renouvellement. Désolée. Écoutez, ravie. J'espère ne pas vous avoir perdu en route. Je sais que c'est une question la propriété intellectuelle, quand on la découvre, c'est pas forcément facile à appréhender. Après, voilà, c'est pas, en soi, c'est pas compliqué. Il faut juste être bien accompagné sur ces différents sujets aussi. Donc c'est pour ça que vous avez différents professionnels de la matière. Voilà, simplement. Pénélope, si on peut résumer justement ces 5 réflexes, ce qu'il faut retenir de ce petit Déj Pro. D'ailleurs, on n'a pas regardé si le support était formaté, daté. Alors, il est daté au mois de mai, mais comme il ne concerne pas des informations stratégiques, c'est-à-dire celles qui feraient que je perdrais mon avantage concurrentiel, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est juste que comme tout support de formation, il est protégé par le droit d'auteur qui appartient à son créateur. Et donc une slide en particulier, celle qui propose les offres de l'INPI, est-ce qu'elle est protégée? C'est une des questions en fait. Les logos sont protégés, effectivement.
Donc les logos de l'INPI ne peuvent pas être réutilisés à tout va. Mais c'est valable pour le logo juste INPI aussi, hein, de toute manière. Donc ce qui fait l'objet d'un logo de marque. Nous, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pas parce qu'on est petit, par contre, qu'on ne peut pas se défendre. Et ça, je le dis pour justement les startups et TPE, PME qui viennent toujours nous dire oui, mais la propriété intellectuelle, j'aurais pas les moyens, j'aurais pas ceci. Par moment, juste une petite lettre de mise en demeure, ça suffit en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, je ne vais pas préciser là, c'est que la propriété intellectuelle vous protège, et notamment par des actions judiciaires, mais quand vous êtes une société, vous pouvez aussi avoir recours au médiateur des entreprises. Donc, le médiateur des entreprises, c'est facilement accessible pour résoudre un litige de manière amiable. Alors, on a eu un commentaire de Frédéric Boulanger qui fait partie de la CCI Touraine qui nous dit qu'il accompagne des entreprises et notamment sur ces questions-là, sur la propriété intellectuelle. Donc, question Pénélope, quand on est formateur, est-ce que le contenu de formation, il appartient à l'organisme de formation ou il appartient au formateur qui dispense cette formation? Tout dépend qui a créé le contenu de la formation, en fait. Après, le contenu d'une formation, c'est protégé par le droit d'auteur sous réserve de l'originalité. L'originalité, c'est un concept qui est très subjectif, et en fait, si le contenu est cadré au final par un programme qui est prédéterminé par l'organisme de formation, sur le contenu, sur les titres, l'enchaînement et autres, il n'y a pas forcément de protection par le droit d'auteur puisqu'on est contraint. L'originalité va venir, par exemple, dans les schémas. On parle souvent en ce moment pour expliquer le droit de legal design. Et ces schémas-là de legal design, qui sont juste des schémas très explicatifs de comment fonctionne le droit dans certains secteurs d'activité, sont protégés par le droit d'auteur, mais pour les schémas en eux-mêmes, en fait. Donc, ça dépend vraiment de comment le contenu est déterminé. Est-ce que c'est en accord, est-ce que c'est contraint, pas contraint? Est-ce que c'est la personne formateur qui en est à l'origine de manière totale ou pas? Est-ce que c'est une collaboration aussi? À chaque fois, on revient sur quel est le contexte de création. C'est très clair. Je crois qu'on n'a plus de questions. Mais on peut peut-être terminer justement ça sur quoi retenir de cette matinale. Alors, ne vous laissez pas, n'ayez pas peur de la propriété intellectuelle, ça c'est sûr et certain. Quel que soit votre secteur d'activité, la propriété intellectuelle, ça commence par le nom, qui est protégeable par la marque, avec cette recherche de disponibilité. Donc ça, c'est le nerf de la guerre de tout porteur de projet, de toute société. Après, il faut adapter votre stratégie à la stratégie d'entreprise et quoi qu'il arrive, prendre des précautions pour être sûr que demain, vous puissiez revendiquer la propriété intellectuelle qui correspond à vos créations. Voilà. Et se faire accompagner. Et se faire accompagner. Voilà. Par les différents acteurs. Très bien. Il est 10h pile poil. On a tenu le délai, 1 heure pile poil pour cette intervention de ce matin. On tient vivement à vous remercier pour la qualité de cette présentation. On remercie également l'INPI de vous avoir déchargé pour pouvoir venir ce matin et assister à ce petit déj pro. On donne rendez-vous donc à nos participants le mois prochain. On ne vous a pas encore envoyé la thématique et l'invitation, ça va arriver sous peu. Donc on vous donne rendez-vous. C'est tous les premiers mardis du mois, les petits déj pro, en direct du Rubik's Co, en partenariat avec l'ERET. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous. Belle journée, à bientôt. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.